avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Nous commentons l'actualité avec vous. Vous le savez, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Il y a également le Facebook de Sud Radio sur lequel vous pouvez réagir et vous ne vous en privez pas et c'est très bien. Aujourd'hui, pour commenter l'actualité, Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Coriolink. Bonjour. Bonjour Valérie. Alexia Germont, bonjour, président du think tank la France Audacieuse et présidente de Nous Citoyens. Nicolas Corato, président du think tank Place de la République. Bonjour Valérie. Vous touchez toujours pas 5 500 €. Et non, toujours pas, mais j'attends. Maintenant que la place est libre, j'attends. Voilà, mais aucune proposition, le téléphone ne sonne pas. De prendre la place de Jean-Paul Delevoye. J'avais taquiné Nicolas la semaine dernière en lui demandant s'il touchait la même chose dans un think tank que Jean-Paul Delevoye. Et Timothée Gaget, directeur de l'agence de communication Archer. Bonjour. Bonjour Valérie. Merci d'être là. On va parler évidemment de la grève, pas de trêve, nouvelle manif en janvier. La CGT appelle donc à continuer la mobilisation. Qu'en pensez-vous? Est-elle irresponsable, comme le disent certains? Emmanuel Macron est-il déconnecté? Est-ce qu'il lui manque un Borloo? Ce sont les mots, et vous allez peut-être les réentendre, de Gérald Darmanin. Et puis Édouard Philippe annonce des avancées. Quelles avancées? On n'y comprend pas grand-chose. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Mais avant, on va jouer sur Sud Radio. Vous savez que c'est Noël et que vous devez nous appeler pour choisir votre cadeau au pied du sapin. Vous pouvez gagner un iPad Pro, une PS4, des séjours Bel-en-Bras en famille, 1 an de sport. Ça, ce serait bien pour pas tout mandat le de monde. président à 5 000. Des boîtes de Lego, vous appelez, rémunéré. des boîtes de Lego Collector, des passes patrimoine, bref, énormément de cadeaux. Vous appelez au 0826 300 300 et vous serez tiré au sort et vous pourrez choisir votre cadeau. On se retrouvera donc tout à l'heure. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Commençons peut-être avec Jackie. Alors moi, vous savez, j'étais complètement anti-Brexit. Oui. Mais aujourd'hui, il va être, ça commence très mal. Va être voté le Withdrawal Agreement Bill, qui est donc la loi qui va transposer en Angleterre enfin l'accord qui a été passé. Et je souhaite juste dire aux Anglais maintenant qui sont passés par la voie élective, bonne chance, au revoir, parce que si j'étais contre le Brexit, maintenant c'est clair, il y a une vraie majorité, ils vont pouvoir l'exécuter, c'est leur choix, la population a été claire, et je voulais juste dire, je respecte ça un peu à l'instar des gens qui disaient, je ne suis pas de votre avis, mais je me ferai tuer pour que vous puissiez exposer votre point de vue. C'est un peu pareil, je pense que c'est dommage, mais maintenant, cette situation de blocage dans laquelle ils étaient depuis 3 ans était intolérable pour ce très grand pays, moi que j'adore. Et je leur dis good luck et à bientôt. Bon, good luck, c'est bien. Vous voyez, hein, c'est pas aussi grave que ce que vous pensiez. Non, c'est pas aussi grave, absolument. Plutôt fair play. Timothée, c'est d'actualité. Votre coup de gueule? Alors moi, mon coup de gueule, effectivement, c'est lié à l'actualité des fêtes. Car s'il y a bien une chose pour laquelle la France est reconnue, outre sa capacité à bloquer les trains, c'est sa gastronomie. Et là, je note avec un peu d'effarement une campagne très organisée et très bien montée des animalistes et antispécistes contre le foie gras. Campagne notamment diffusée sur les réseaux sociaux. Alors certes, foie gras ou autre mode d'élevage, je pense que les pratiques doivent évoluer, mais cette façon, alors qu'on parlait d'agribashing pendant 2 mois, d'aller attaquer les éleveurs, et notamment évidemment ceux du Sud-Ouest, sur un produit reconnu partout dans le monde et qui est quand même associé à la fête, me scandalise un peu, car effectivement le foie gras est sans doute peut-être que le premier d'un domino. Après, vous aurez l'agneau, le veau, tous ces animaux. En plus, s'ils sont petits, s'ils sont jeunes, pour lesquels, évidemment, d'un point de vue émotionnel, on est un peu plus sensible. Mais voilà, ces attaques me choquent. Oui, qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres? Moi, je suis tout à fait d'accord. Je considère que la civilisation est née avec l'élevage. Et qu'on est né au néolithique et qu'on a organisé l'écriture, la gouvernance de nos sociétés, notre vie en commun autour de l'élevage et de l'agriculture, et que remettre en cause ces modes de vie en commun et de production, c'est remettre en cause une forme de civilisation. Donc j'adhère complètement. Ouais. Je rajouterais juste un tout petit point, c'est qu'il ne faut pas être non plus totalement naïf et regarder aussi comment sont financées des associations comme L214, mais qui, je le dis, font aussi un travail qui parfois est nécessaire. Il y a des pratiques qui sont pas bonnes. Oui, c'est ce qu'elles ont dénoncé sur les pratiques dans les abattoirs. Et on est content de voir, mais en fait, ils ne sont pas que sur le bien-être animal.
Derrière, ils sont contre la viande. politique. Ils sont contre la viande tout court. Et ils sont financés par beaucoup d'entreprises de la Silicon Valley qui, comme par hasard, sont les mêmes entreprises qui financent le développement de la viande in vitro. Donc, c'est-à-dire que derrière, il y a 70 personnes qui sont payées et ils sont aussi payés par des gens qui luttent contre la viande tout court. Alexia, votre coup de gueule ? Oui, alors on entend beaucoup parler de pénibilité en ce moment pour la retraite. Moi, je voudrais parler de la pénibilité pour les citoyens que nous sommes depuis 15 jours. On use nos baskets. On a un sentiment, pour toute personne qui est très sensible à la liberté, je trouve qu'on a quand même un sentiment d'être prise en otage. Et indépendamment du fond... assumer ce terme, on a déjà eu ce débat, je vois Nicolas qui sourit. Il y a un sens figuré et un sens propre qui existent dans la langue française. On a le droit de dire prise d'otage pour des gens qui sont empêchés d'aller à leur travail. C'est-à-dire qu'on est finalement pris dans des cycles qui sont non pas convergents, mais divergents. Et on se retrouve coincé au milieu de tout cela. Donc c'est aussi une façon pour nous de savoir bien... attaquer le mois de janvier quand même, parce qu'on en reparlera certainement. C'est loin d'être fini tout cela. Quelques réactions que je n'ai pas vues, on va en reparler sur le foie gras, où apparemment sur M6 il y avait un reportage hier sur le faux foie gras, le faux saumon fumé. Le veau gras. Et aussi, beaucoup disent que dans les grandes surfaces, beaucoup du foie gras vient de Pologne, qui a finalement assez peu de foie gras français encore aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ce contre quoi on peut se battre, c'est effectivement peut-être le gavage industriel. Mais il y a des grandes marques quand même de foie gras français, je ne vais pas les citer là, mais qui sont connues et qui marchent à l'export. C'est ça qu'il ne faut pas non plus oublier dès qu'on parle d'agriculture, c'est aussi une forme d'exportation. Alors après, c'est vrai que si on veut un bilan carbone zéro, dans ce cas-là, on arrête les exports et on vit en autarcie complète. Mais la France, elle est aussi connue pour ça. Donc ne tuons pas nos poules ou canards ou oies qui peuvent être de l'or. Oui, voilà. Et sur la pénibilité, parce que souvent les gens disent oui, on soutient la grève, mais il faut voir que ceux qui sont touchés aujourd'hui dans les transports sont les plus précaires, les plus en difficulté, ceux qui sont obligés d'aller travailler, qui sont obligés de se lever, de faire 4 heures de transport par jour. Parce que les 2 premiers jours, vous vous organisez, vous essayez de faire un peu de télétravail quand c'est possible dans les entreprises. La difficulté, c'est maintenant l'organisation sur le plus long terme. Donc on voit bien quand vous discutez avec les gens, c'est des temps de trajet qui sont évidemment considérablement allongés, donc c'est une fatigue qui s'accumule. Je trouve aussi que le fait... Alors, je vous interroge, je vois une réaction de nos auditeurs qui disent « pauvre petite femme riche ». Non, nous... si vous nous considérez comme des pauvres petites femmes riches, on s'adapte, on a les moyens entre guillemets de prendre la voiture. On n'est pas tributaire. Les riches sont les moins touchés. Ce sont les pauvres qui sont touchés. C'est des gens qui peuvent pas se permettre d'arriver en retard au travail. C'est la double peine. C'est ceux qui seront le plus touchés par cette réforme, qui sont le plus touchés par les conséquences du mouvement social. Et puis c'est pas le sujet en plus. Je veux dire, les riches aussi. Si on est plus riche que cette personne qui a fait cette remarque. On a aussi le droit, de par la Constitution, de se déplacer. On a aussi le droit, si on est riche, d'avoir des droits respectés. C'est pas le sujet d'être riche ou pas, c'est le sujet. Et vous disiez tout à l'heure prise d'otage. Moi, je vais vous dire le vrai scandale, et on va faire réagir vos auditeurs, c'est que cette grève, elle est meurtrière, il faudra le dire. Il faut aller regarder ce qui se passe dans les hôpitaux aujourd'hui. Vous avez des pères de famille, des mères de famille qui doivent aller au boulot, qui louent des scooters sous la pluie parce qu'on a connu des déluges à Paris qu'on n'avait pas connu depuis longtemps au mois de décembre, mais ce sont des gens qui vont se faire écraser par des voitures. Les chiffres commencent à sortir. Moi, vous savez... Là, vous êtes vraiment dans la... Je le suis là, parce c'est que... Cosette. Valérie, vous le savez. Moi, j'ai grandi dans une caserne de pompiers, donc je suis obsédé par ce sujet depuis mon enfance. On est tous le produit de son éducation. Et dès que j'ai vu ça, je me suis dit, il faut enquêter sur ce qui va se passer. Les gens ne se supportent plus dans la rue. Ils sont exaspérés, ils s'insultent. C'est un truc de dingue. C'est pas complètement... parce que je vis... Moi, je trouve quand même... On peut rendre hommage aux Franciliens, pour ne parler que d'eux, parce qu'il faut savoir que cette grève, elle touche aussi très largement nos concitoyens, y compris en ruralité. Ils ne sont pas aussi embêtés que ça. Moi, j'avais ma famille à Lyon, ils m'ont dit on n'a aucun problème de transport. Les intercités qui permettent à beaucoup de gens d'aller de leur milieu rural jusqu'au milieu urbain travailler sont très affectés, donc ça touche aussi quand même
Les Franciliens, moi, je les trouve assez, alors c'est le mot à la mode, assez résilients, assez calmes. Je trouve, on a vu des images délirantes dans les couloirs du métro, et peut-être qu'on pourrait demander à la RATP pourquoi elle a continué à ouvrir des stations dans des conditions comme ça. Mais des histoires délirantes. On a vu des images délirantes et des Parisiens qui sont restés très calmes dans des situations critiques. Et moi, je n'ai pas de problème avec le mot prise d'otage. La question, c'est qui est le preneur d'otage et qui est le responsable de ce blocage. Et effectivement, on peut tous critiquer les désagréments et les contraintes qu'on vit de cette situation. Il faut bien reconnaître que ce blocage ne peut pas être imputé uniquement à ceux qui ont monté cette grève. Et qu'à un moment, on a aussi un gouvernement qui est censé savoir en sortir et pouvoir en sortir. Oui, mais alors après, on peut s'interroger. On peut s'interroger, comme l'ont fait les Anglais et les Allemands. En Angleterre et en Allemagne, qui sont des grands pays démocratiques, les sujets politiques sont interdits aux syndicats. Ouais. Et eux, ils doivent discuter de sujets corporatistes. Et la grève est respectable, constitutionnelle, et il faut la défendre, et je la défendrai, même si elle me casse les pieds, mais sur des sujets qui sont des sujets professionnels. À un moment, de se dire, quand on a un représentant de la CGT qui parle comme s'il était Premier ministre, en disant « c'est le retrait ». Enfin, je suis désolé, papa dans une famille a le droit de parler, et les enfants ne parlent pas comme papa, ils attendront leur tour. S'il veut être Premier ministre, Monsieur Martinez, il faut qu'il se présente aux élections. Il ne peut pas dire « je veux le retrait ». Non, ce n'est pas une attitude syndicale, c'est une attitude politique. On va en parler. Les syndicats en France ont toujours été politiques. Toujours. C'est notre tradition aussi républicaine. Ils débordent complètement, mais on a le droit à un moment de proposer dans un projet politique, de se dire est-ce qu'il y a demain des gens qui pourront se présenter aux élections et qui diront je ne souhaite plus que les syndicats puissent... la question sous la Troisième République et que les syndicats avaient droit à une expression politique. D'ailleurs, c'est dans la Constitution. Non, ce que vous évoquiez avec un côté un peu dramatique, moi j'ai vu passer sur les réseaux des restaurateurs qui annonçaient qu'ils fermaient leur restaurant parce qu'ils n'arrivaient pas, ils ne peuvent plus payer aujourd'hui parce qu'il n'y a plus personne qui veut dans les restaurants. Mais il faut quand même bien aussi mettre en perspective, c'est-à-dire que cette grève arrive au mois de décembre après un an de gilets jaunes. C'est ça aussi qu'on paye, c'est-à-dire c'est l'amoncellement finalement de périodes extrêmement perturbées pour le commerce, notamment parisien, mais pas que. Allez, on va se retrouver dans un instant. Non, on n'a pas eu le coup de gueule, mais on va le faire, le coup de gueule de Nicolas, dans un instant. A tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Nous n'avons pas entendu Nicolas Corato et son coup de cœur ou coup de gueule, je ne sais pas encore. C'est un coup de gueule, c'est un coup de gueule contre nous. C'est un coup de gueule contre nous tous ici, malgré nos orientations politiques nécessairement différentes. Et grâce à vous, Valérie, qui savez nous réunir malgré nos différences. C'est un coup de gueule contre nous, les adultes. Alors, je vais encore parler des retraites, mais c'est un vrai sujet. Et au-delà de la réforme et du fond de la réforme, moi, ce qui me choque énormément, c'est que nous sommes tous en train de débattre avec de très bons arguments de savoir si cette réforme est bonne ou mauvaise ou médiocre, mais que finalement, le gouvernement a décidé qu'elle ne s'appliquerait pas, ou très partiellement, à ceux qui en débattent aujourd'hui, ou à ceux qui prennent la décision aujourd'hui. Et moi, je trouve scandaleux que des adultes aujourd'hui en responsabilité prennent des décisions qui ne s'appliqueront pas à eux, mais qui s'appliqueront aux générations futures. Je note, par exemple, que les seuls qui rentreront à 100% dans le nouveau système sont des jeunes qui seront nés après 2004. C'est intéressant parce que les jeunes nés après 2004 ne voteront pas en 2022. Et moi, je trouve scandaleux que ce gouvernement, que ce chef de l'État ait choisi de nous mettre, nous, les adultes, dans une situation de déni de responsabilité. Si cette réforme, elle est bonne, et s'il faut l'appliquer maintenant, appliquons-la maintenant et appliquons-la à tous. On peut trouver des modes de transition. Mais cette idée de légiférer aujourd'hui pour dans 25 ans, moi je trouve que c'est nouveau en termes démocratiques, ça pose un problème de politique globale majeur, et si on commence à se dire qu'un président peut faire une loi qui ne trouvera qu'à s'appliquer que dans 3 quinquennats, alors à ce moment-là, il faut inventer le quinquennat à vie, et on en arrête avec la démocratie et les élections. Mais il y a un vrai sujet, nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants, donc moi je veux bien qu'on les engage dans un chemin, mais alors à ce moment-là, on fait le chemin ensemble, et on commence par l'ouvrir. Mais il faut qu'on ait là-dessus une responsabilité collective, et je trouve que ce sujet n'est pas sur la table, ce sujet est dénié à la fois par les syndicats qui s'en arrangent bien, et par le gouvernement qui a trouvé un biais, mais il pose la question de la responsabilité des adultes face à la responsabilité des générations futures. On va se rejoindre, Nicolas. Mais je sais qu'on va se rejoindre. Si jamais on demandait aux syndicats d'arrêter de traiter de manière politique les sujets et de les traiter d'un point de vue catégoriel, ça n'arriverait pas. Parce qu'on leur dirait, parlez-nous des régimes spéciaux, des cheminots. En ce moment, vous en voulez pas, ça bastonne et on voit qui est le plus fort. Et comme
ils ont le droit d'avoir des postures politiques, eh bien, ils reportent sur les générations futures, tout en disant qu'ils ne veulent pas léguer ces réformes-là à leurs enfants, ce qui, factuellement, vous l'avez dit, complètement faux. Mais il n'y a pas que sur la retraite, d'ailleurs. Il n'y a pas que sur la retraite qu'on a ce point-là. Parce que dans la façon de ne pas traiter non plus, par exemple, la réforme de la fonction publique, la réforme des dépenses publiques au sens large, c'est repousser finalement aux générations futures. Et c'est pas faute d'avoir pourtant fait des campagnes sur ces thèmes-là. Et une fois qu'on est en responsabilité, on voit bien qu'il n'y a plus personne pour aller sur le dur des réformes à faire. Oui, il y a le plan dépendance aussi qui a été laissé complètement de côté, qui était une priorité d'Emmanuel Macron, qui est la véritable urgence. La véritable urgence avant même la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'en termes de moyens financiers de l'État, on a besoin, on sait que la dépendance va peser beaucoup plus lourd que le déficit de la retraite. C'est un vrai sujet. Et j'ai vu hier, effectivement, que ce projet, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat prévu et que ça a été reporté au calendrier grec, alors que c'était vraiment un sujet primordial et préoccupant. On va avoir besoin d'argent, on va doubler. Sarkozy avait promis une loi sur le 5e risque, comme on l'appelait alors. Voilà, et même quand vous avez des projets de loi qui sont mis à l'agenda, regardez la réforme constitutionnelle, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas les décaler. Alors quand en plus ils ne sont même pas mis à l'agenda, là on sait qu'ils sont complètement mis de côté. Oui, c'est ça, ça devait être présenté d'ici la fin de l'année 2019 et ça ne sera finalement présenté qu'en 2020. La faute à une actualité chargée. Et effectivement, c'est un sujet, moi ça m'a mise très très en colère de voir ça, ne serait-ce que sur la revalorisation des salaires des personnes qui sont en EHPAD, qui travaillent en aide à domicile, etc. Tout ça, c'est et ça a un impact économique majeur. Ça a un impact, évidemment. Parce que les projections de flux financiers sur les générations futures par les plus anciens ne se font pas parce qu'ils font de l'épargne de précaution. Non, mais leur épargne avec des marchés financiers qui aujourd'hui on aurait pu en parler justement. Exactement. La réforme des retraites, c'est lié. Il y a des milliers d'emplois à créer. Si on revalorise ces métiers, si on les paye mieux, on va créer de l'emploi. Mais c'est bien la difficulté de cette réforme, c'est qu'en fait, pour qu'elle soit véritablement d'envergure, il faut en même temps attaquer des chantiers totalement différents. Regardez pour les enseignants, par exemple. En même temps, on a la question de la revalorisation de leur salaire, prime, pas prime, ce sont des choses qui ont été mises sur la table par Jean-Michel Blanquer. De la même façon, vous parlez du plan de dépendance. On a aussi toute la question du rapport au travail maintenant qui est beaucoup plus haché, où il n'y a plus de carrière aussi linéaire. Et ça, ce sont des sujets sur lesquels on a fait l'impasse. C'est-à-dire qu'on a eu une vision assez assez technique finalement de cette réforme. En n'ayant pas peur pourtant de mettre le paramétrique et le systémique dans la même boîte. Vous voyez déjà que seulement en mettant deux paramètres en même temps, elle est très compliquée à expliquer, à faire passer. Si en plus on change, bien sûr. Moi, je pense que ce serait impossible d'aborder tous les sujets. Après, il faut que ce soit compliqué. Il faut que ce soit compliqué parce que de toute façon, fort heureusement, c'est compliqué. Parce que pour gérer de l'argent de manière efficace, derrière, il y a quand même des professionnels qui, comme dans tous les métiers, connaissent les arcanes de leur métier. Donc, il faut que ce soit compliqué. Mais par contre, la lisibilité pour les gens, elle est véritablement anxiogène. Et en plus, je vais en rajouter une couche. Quand vous voyez que les syndicats mélangent tout et n'importe quoi, ils disent prenons l'argent des grandes entreprises qui distribuent des bénéfices. Mais les distributions de bénéfices de ces grandes entreprises, ça va dans les PE, les PERCO qui financent la retraite, et c'est pas la retraite des grands patrons. C'est de l'intéressement, c'est des plans d'épargne entreprise de gens qui sont des gens normaux qui gagnent des salaires normaux entre 1500 et 3000 euros. Donc ils mélangent tout et n'importe quoi. Donc forcément, entre d'un côté un organe politique qui lui défend sa réforme en avançant des arguments qui vont dans le sens de ce qu'il promeut, et de l'autre côté des gens qui ne traitent pas véritablement le sujet parce que ils veulent en faire un sujet politique. Et bien après, j'allais faire une citation de Coluche, mais je ne la ferai pas. Et bien, ceux qui s'y retrouvent pas, c'est nous. Ouais. Non, elle est trop vulgaire. On va marquer une pause. On va prendre notre gagnant. Le gagnant de notre grand jeu de Noël, c'est Jean-Pierre qui nous appelle du Tarn. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Donc nous avons un très beau sapin avec tout un tas de cadeaux, des iPad Pro, une PS4, des boîtes de Lego. Donc vous allez me donner un numéro entre 1 et 30, Jean-Pierre. L'As. Combien ? Le 1, l'As. Le 1, l'As. L'As.
Et alors, votre cadeau, vous gagnez une console de jeu PlayStation 4, une console de jeu Sony. Bravo. Bravo. Vous êtes content? Ça, c'est un beau Noël, ça. Vous avez des enfants? Vous jouez vous-même? Bon, mais je vais l'offrir à mes petits-neveux. À vos petits-neveux. Bon, bah voilà, Jean-Pierre. En tout cas, on est content pour vous. Merci et passez un très joyeux Noël. Merci à vous. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant pour parler donc de cette petite phrase de Monsieur Darmanin qui estime qu'il manque autour du président de la République des personnes qui parlent à la France populaire. Mais qu'est-ce que la France populaire? À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, avec Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Corioling, Timothy Gaget, directeur de l'agence de communication Archer, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, et Alexia Germont, présidente du think tank France Audacieuse et présidente de Nous Citoyens. Donc, quelques mots quand même avant de parler de Gérald Darmanin, de cette information qui vient de tomber dans le procès France Télécom. Vous savez, c'était aujourd'hui le verdict, harcèlement moral à France Télécom après qu'une vingtaine de salariés se sont suicidés. L'ancien PDG Didier Lombard est condamné à 1 an de prison, 75 000 € d'amende, donc 1 an de prison, dont 4 mois ferme. Un commentaire peut-être sur ce jugement qui est... Est-ce qu'il est sévère ou pas? Ça marque un tournant, en tout cas, parce que quand même d'avoir de la prison ferme qui soit annoncée comme ça, de cette façon-là. Ça prouve la responsabilité de l'entreprise dans la gestion oui, et humaine. puis c'était un procès qui avait été extrêmement tendu aussi. Donc, 3 mois de procès. Oui, 3 mois de procès où il y avait eu des témoignages extrêmement vibrants. Donc je pense que c'est une décision importante. Oui. Oui, en plus, c'est quand même une entreprise qui avait démontré qu'elle était capable de se réformer. Elle a changé de statut, elle est toujours à disposition du public et notamment des plus anciens qui ont des difficultés, victimes de la fracture numérique. Et ce qui s'est passé à l'époque était complètement hors norme, sans doute une équipe de management trop zélée à vouloir rentrer dans cette économie numérique, c'était un enjeu très très important. Et puis cette phrase terrible pour nous, un peu les communicants, que quelqu'un ose dire un jour que c'est une mode de se suicider, en arriver à ce tel niveau de déconnexion par rapport à la première des valeurs d'une entreprise, c'est-à-dire les forces vives. Et vous savez que je peux être très dur avec les syndicats, mais enfin la puissance d'une entreprise comme Orange, c'est quand même ses collaborateurs et ses collaboratrices, et il fallait marquer assez sévèrement quelque chose qui ne doit plus se renouveler dans cette entreprise qui, encore une fois, a su se réformer, comme La Poste a su se réformer, et d'autres feraient bien d'en prendre un peu de la graine. Oui. Ça peut changer quelque chose dans l'entreprise pour... On l'espère. J'espère que ça sera un signal, un tournant, mais aussi un signal pour d'autres groupes, d'ailleurs privés comme publics. C'est pas le sujet n'est pas de savoir si c'est une entreprise privée ou publique. La souffrance au travail, c'est un vrai sujet aujourd'hui, et on vit dans les entreprises, dans les organisations, dans les institutions, le même genre de tension qu'on vit dans la société, entre, je dirais, le bas et le haut, d'une certaine manière, et parfois une déconnexion, parfois un mépris, parfois une incompréhension totale. Et moi, j'avais été beaucoup marqué par le procès France Télécom, et notamment l'absence de, je ne vais pas dire de repenti, parce que ce n'était pas le propos, mais d'empathie, peut-être d'humanité, tout simplement, des dirigeants du groupe, lorsqu'ils sont passés devant leurs juges et devant les familles des victimes de ce qui est aujourd'hui peut-être une affaire effectivement qui va faire date dans l'histoire des relations sociales en France, et je l'espère. Oui. Après, sur le manque d'empathie, je pense que c'est toujours compliqué au moment d'un procès où on parle vraiment de responsabilité pénale, et donc la question c'était aussi qui était responsable au sein du management. Est-ce que c'était ceux tout en haut, ceux tout en bas, proches des salariés qui s'étaient suicidés? Après, ce qui est sûr, c'est que la peine est lourde. Donc c'est aussi un signal, je pense, pour l'avenir et pour tous les managers des entreprises actuelles. Ça marque aussi la fin d'une époque, et je pense que autant il y a eu à une époque un peu de greenwashing, de social washing au début de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Aujourd'hui, ça a vraiment changé pour travailler avec plusieurs groupes. J'ai l'impression que c'est pas que des mots, et que la performance d'une entreprise est pas que économique, elle est aussi pensée socialement, écologiquement aujourd'hui. Et on voit vraiment, en tout cas dans les grands groupes, une volonté de mieux vivre, de mieux travailler. Et donc la souffrance au travail, elle me semble de plus en plus prise en compte. Ça fait 20 ans, 25 ans qu'on en parle. Je pense à Patrice Légeron et son cabinet
stimulus. Ça fait au moins 20 ans qu'il s'intéresse à ces affaires-là et à ce... Alors, la différence aussi aujourd'hui, c'est que pour en tout cas là je parle des grandes entreprises, pour les entreprises cotées, les entreprises qui ont plus de 500 salariés ou plus de 100 millions de chiffre d'affaires, le rapport RSE est devenu aussi une obligation légale. C'est-à-dire que avant, vous aviez un rapport annuel qui était purement financier. Aujourd'hui, vous donnez des indicateurs sociaux, environnementaux chaque année avec des critères d'évaluation assez fermes. Ces rapports sont audités. Donc, voilà, et ils sont publics. Ils sont publics. Donc, J'entends. Légalement, les entreprises doivent changer. Ça progresse, mais encore, on n'a pas... très honnêtement, je vais vous dire, tout ça, c'est très bien, mais la prochaine étape, il faut la franchir. La prochaine étape, c'est de se dire, nous sommes dans un monde qui pense financier. Oui. Et donc, il y a des techniques, ça s'appelle la comptabilité en triple capital. Tant que vous n'aurez pas des entreprises qui pensent leur politique environnementale en mettant de l'argent en face, en disant aux entreprises, toi, tu recycles complètement, donc ta valeur est plus importante. Toi, tu traites bien tes salariés et ils sont très productifs, donc dans tes comptes, ça se voit concrètement. Tant qu'on n'en arrivera pas là et qu'on continuera à considérer que dans une entreprise, c'est l'ordinateur qui a une valeur, c'est la table qui a une valeur, c'est les locaux qui ont une valeur, on ne franchira pas cette étape indispensable qui nous verra changer complètement nos méthodes. Et ce n'est pas des méthodes anticapitalistes, c'est des méthodes qui doivent permettre à des gens qui sont vraiment engagés, des entrepreneurs qui souhaitent travailler en bonne intelligence avec leurs collaborateurs et avec leur environnement. Et tant que ce ne sera pas le fric au service de ces méthodes-là, on continuera de faire des choses certes intéressantes, mais sur le fond, c'est le sujet du capitalisme qui est en pleine mutation et qui doit arriver à prendre le virage du bien commun. Donc un jugement comme celui-là peut quand même faire jurisprudence et marquer, bien sûr. Marquer les entreprises. Parlons donc de Gérald Darmanin hier, qui disait à propos du président de la République, il manque sans doute autour de lui des personnes qui parlent à la France populaire, des gens qui boivent de la bière en mangeant avec les doigts. Il manque sans doute un Borloo à Emmanuel Macron. Donc déjà, Borloo appréciera qu'il doit manger avec les doigts. Donc ça vient compléter les propos de Benjamin Griveaux, de ces Français qui ont la clope au bec et qui roulent au diesel. Je ne suis pas sûre que l'image soit forcément la plus appropriée, mais cela dit, sur l'analyse, et au-delà de ça, je trouve que c'est assez courageux de la part de Gérald Darmanin. De dire ça, oui, pourquoi ? Parce que si on est dans une logique où, pour le bien de notre pays, on veut que Emmanuel Macron arrive à faire un certain nombre de choses, il a besoin d'entendre que son entourage doit être plus ouvert, plus... ressembler un peu plus à ce qu'est la France dans toute sa diversité. Et je trouve que de la part d'un ministre au sein de ce gouvernement, ça montre en tout cas une liberté de ton qui est assez rare. Mais c'est vrai que l'expression est malheureuse. Elle est terriblement malheureuse. Et puis effectivement, elle fait suite à plein d'autres qui ont été prononcées. Je veux dire, le peuple français, il sait manger proprement. Et il peut donner d'ailleurs des leçons de maintien à certains de ses dirigeants, je pense. Vincent nous rappelle que notre auditeur nous dit quel mépris de caste, mais venant de quelqu'un qui ne trouve pas un bon restaurant à Paris en tout de 200 €, il n'y a rien d'étonnant. C'est vrai que c'est lui qui avait dit ça. Pourtant, il a été maire de Tourcoing, absolument, femme de ménage, sa mère et maire de Tourcoing. N'empêche pas le mépris de classe à un moment ou à un autre. Non, mais je pense que... Non, mais il a un parcours réel. Mais dans ce qu'il dit, il n'y a pas de mépris de classe. Il demande une reconnexion avec les milieux plus populaires, après du populaire au populisme. Mais vous êtes d'accord avec moi que l'expression est malheureuse ou pas ? L'expression est malheureuse parce que dire on est populaire parce qu'on mange avec ses doigts, ça je trouve le raccourci est dégueulasse. Il y a des gens tout en haut qui mangent très mal. Et qui boivent de la bière, c'est un peu la caricature. Mais la fin, je crois. Mais est-ce que Borloo est plus connecté sous des apparences un peu brouillonnes, etc. Oui. Écoutez, il était avocat d'affaires de Bernard Tapie. Son cabinet était sans doute un des plus puissants de la place parisienne. C'est ça qu'on appelle quelqu'un de connecté avec le réel. Non, mais c'est quelqu'un qui a une fibre sociale forte. Et puis c'est quelqu'un qui s'est construit en créant une véritable symbiose avec son territoire. Je crois qu'il faut considérer que Gérald Darmanin
qui a voulu changer de poste plusieurs fois, s'approche des municipales, que les municipales, eh bien, c'est quelque chose d'important parce que Gérald Darmanin est mitterrandiste et qu'il applique les principes de ceux qui ont fait de la politique avant, c'est-à-dire proche des gens. Et comme le disait Mitterrand, il faut savoir garder un fief et que Gérald Darmanin choisira toujours son fief avant son mandat de ministre. Et donc, il est en train sans doute de passer des messages. Oui. Hier, on a je passé... suis toujours de mon territoire, je suis modeste, je reste très populaire et il faut qu'il y ait un peu plus de Darmanin dans ce gouvernement. Si on n'a pas autant... Hier, on a passé un extrait d'un reportage de France Télévisions qui parlait de ce vade-mecum, de ce petit livre qui était donné aux candidats à La République En Marche, en leur disant, déjà, vous ne citez pas La République En Marche, et ensuite, construisez-vous une histoire racontée, parlez de votre grand-père. Et ils ont suivi un jeune candidat au municipal qui parlait de son grand-père, etc. Donc c'est fabriqué, il y a quelque chose de totalement... Valérie, vous avez raison, pardon, mais on revient à Gérald Darmanin, sa prestation à l'émission de France 2 sur les retraites, où quand même, pardon, mais moi je n'ai rien contre Gérald Darmanin à titre politique, mais nous parler de sa mère et la faire venir derrière lui, faire préciser qu'elle est présente. Enfin, si la politique aujourd'hui, c'est de montrer qu'on vient d'un milieu modeste pour mener des réformes qui sont des réformes libérales, si c'est ça l'enjeu, je pense que d'abord, personne n'est dupe, et certainement pas les Français qui mangent des frites avec la fourchette. Alors moi j'ai une interprétation complètement contraire, c'est que j'ai l'impression qu'on peut être issu d'un milieu populaire et être libéral. On a le droit d'être libéral parce qu'on pense que économiquement ça permet de prendre des bons choix. Vous êtes d'accord, ça peut pas être un argument. C'est pas parce que ma mère était femme de ménage que j'ai raison de mener une réforme libérale. Et faites-moi confiance, vous inquiétez pas, je viens de chez vous. Enfin, franchement, c'est le niveau zéro de la politique. Enfin, vous êtes en admiration devant ce phénomène Darmanin. Si on essaye de prendre du recul, moi, ce qui me semble intéressant dans ce qu'il dit, c'est surtout le positionnement et finalement le besoin que nous avons d'avoir une droite sociale qui existe réellement au sein de ce gouvernement. Il y a une fibre qui est vraiment absente. Toute personne qui a un peu des contacts finalement avec cette forme et la façon dont finalement ils abordent l'ensemble des discussions. Il y a un côté assez condescendant. Et ça, je crois que la droite sociale peut avoir toute sa place dans une approche qui est quand même plus ronde, plus et plus populaire. Mais le basculement de ce quinquennat qui s'est engagé à rentrer dans l'acte 2 après la réforme des retraites, il va quand même sortir à nouveau bien cabossé. Et peut-être que Gérald Darmanin, qui a un sens politique remarquable, est en train de se dire, est-ce que je continue ? Et Gérald Darmanin aura fait cette réforme du prélèvement à la source, aura fait pas mal de réformes. Il aura bien bossé. Et s'il redevient maire de Tourcoing, eh bien, il va retrouver cette fonction qui est aujourd'hui admise par l'intelligentsia, beaucoup par les médias, c'est-à-dire proche des gens, parce que les maires ont été maltraités par la Macronie. Et donc lui, pour la bonne gestion de sa carrière, il est en train de se dire, faut-il aller jusqu'au bout du gouvernement Philippe et du premier quinquennat de Macron en tant que ministre, ou alors dire à un moment, comme ne le fera pas la majorité, je retourne dans mes terres, un peu Cincinnatus, même s'il n'a pas été général, parce qu'il est trop jeune pour avoir fait l'armée. Je pense qu'il y a un pari politique derrière qui est de dire il y a un coup à jouer pour construire mon personnage politique. Donc, moi, j'y vois encore une fois un message c'est pas très politique. Correct vis-à-vis du président de la République. Enfin, c'est comme si je disais de mon patron qu'il est déconnecté. Il dit pas ça, il dit l'entourage du président. Oui, mais enfin bon. Le chef est responsable de son entourage, puisque... Je suis assez d'accord avec Jackie sur la prospective pour Gérald Darmanin. Après, on a aussi une tension au sein de l'exécutif entre le bloc Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, pour faire simple, et Macron et ses conseillers. Et on le voit bien sur la retraite que sur la réforme. C'est le Premier ministre qui a fait arbitrer envers et contre Emmanuel Macron, notamment de repartir sur l'âge pivot. Il y a une tension entre ce gouvernement tenu par des barons de la droite, social ou pas d'ailleurs, mais en tout cas des barons de la droite. Au poste clé. Au poste clé, c'est-à-dire Bercy, le budget et Matignon. Et l'Élysée qui essaye de manœuvrer un peu dans tout ça et de ne pas perdre le chemin de crête de la République En Marche qui bascule parfois un petit peu à gauche, parfois beaucoup à droite. Ça a déjà basculé. Et qui a déjà basculé à droite. Avec un chantage, aussi, en tout cas, avec un chantage qui est fait par le Premier ministre qui est de dire 2022 se jouera à droite. Et c'est une stratégie sur laquelle n'arrive pas à sortir Emmanuel Macron. Donc on voit bien qu'il y a une grande tension, entre
ses représentants de la droite au gouvernement et les conseillers d'Emmanuel Macron, que là, c'est une guerre de conseillers contre des ministres, c'est intéressant, parce que ça faisait longtemps que c'était au départ arrivé. Ça fait très ancien monde, ça. On a l'impression d'être revenu à la grande époque de Mitterrand, Fabius. Enfin, voilà, on est en 84, c'est formidable. Donc, on a beaucoup avancé en 30 ans dans ce pays. Et donc, effectivement, on est dans cette tension-là, et cette tension-là, elle trouve son apogée avec la réforme des retraites. Et on va bien voir si ce gouvernement va sortir de la réforme des retraites, et comment. Et dans quel état. On va se poser la question. On a Sylvie en ligne qui voulait réagir. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Bonjour. Déjà, moi, je viens de la campagne et les frites, je les mange avec les doigts. Oui. Donc, je me sens un peu concernée parce que je pense que maintenant, ce gouvernement va falloir arrêter. On est les gens qui sont rien, on est des fainéants. Voilà, donc je pense qu'il devrait peut-être un peu se regarder. Déjà, Monsieur Darmanin, qui est quand même accusé de viol. Donc, avant de critiquer le peuple français... Ça a été pour l'instant classé sans suite. Oui. Non, l'affaire ressort. Le dossier a été réouvert par le tribunal. Donc déjà, mais est-ce que vous comprenez, je ne veux pas du tout le défendre puisqu'on parle du sujet, mais ce que disait Alexia Germand, c'est-à-dire que en gros, il dit, alors la phrase est extrêmement maladroite, grossière, tout ce que vous voulez, mais en gros, il dit, les politiques aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron ne sont pas assez proches des gens. Alors après, la formule, elle est... la formule a été mal dite, mais c'est vrai que de toute façon... Mais ça c'est vrai, ça c'est vrai, peut-être c'est ce que vous ressentez, qu'ils sont loin du peuple. Mais ils sont très très loin du peuple. On peut pas. Il n'y a pas du tout de comparaison. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je ne sais plus qui c'était, qui ne savait même pas le prix de la baguette. Monsieur Delevoye. Jean-François Copé avec le pain au chocolat. Le pain au chocolat aussi. Oui. Voilà le pain au chocolat. Monsieur Delevoye qui dit qu'il se rend même pas compte qu'il a 5 000 € qui tombent tous les mois sur son compte. Alors que nous, le peuple, tous les jours, on va sur notre compte voir à combien on est à moins. Bien sûr. Ils sont complètement déconnectés. Non, est-ce que disait ici... Oui. Mais c'est flagrant, de toute façon. Et plus ça va, et plus on est déconnecté. Parce que si vous regardez bien, plus ça va, plus eux ont des bénéfices, plus eux ont des avantages. Et nous, on ne fait que payer. Vous vous rendez compte qu'ils parlent qu'en 2020, on va avoir une augmentation de 15 € sur le SMIC. C'est se moquer du monde. Merci de votre intervention. On sent votre colère. En même temps, le président, quand il est allé à la rencontre des Français, alors vous allez me dire c'était des Français choisis, mais il y est allé. Il va au contact des gens aussi. Oui, mais il est bunkerisé, le président. Ouais. Il va à la rencontre des Français, mais dans un cadre extrêmement sécurisé, extrêmement choisi. Parce que depuis le Puy-en-Velay, Emmanuel Macron n'a plus effectué de véritables déplacements. Et il y a aussi ce problème qu'on peut comprendre. Hein, c'est aussi un problème de sécurité, mais qui est inédit dans notre histoire politique, peut-être depuis le général de Gaulle et le conflit en Algérie, d'un président de la République qui est menacé et qui ne peut plus aller au contact des Français. Allez, on se retrouve dans un instant, 0826 300 300, on aura Alexandre, et puis cette question, effectivement, comment sortir de cette crise avec la CGT qui appelle à de nouvelles manifestations en janvier. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. C'est ensuite André Berkoff qui sera à ce micro. On parlait donc de Gérald Darmanin, de cette phrase maladroite, puisque sur le fond, ce qu'il dit n'est pas faux. C'est-à-dire là, il souligne la déconnexion des gens qui sont autour du président de la République. Maintenant, dire que on ne connaît pas les pauvres qui boivent de la bière et qui mangent avec les doigts, la caricature est un peu violente. Il y a la caricature de la caricature, en fait, le pauvre. On a Alexandre, c'est une interview qu'il a accordée à Paris Match. Alexandre est en ligne avec nous. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour. Bonjour. Et merci de me prendre. Je vous appelle assez fréquemment. Oui. C'est très gentil. Je voulais intervenir de manière très très courte en fait sur deux sujets. Juste une question concernant les suicides et le procès actuel. Je suis depuis toujours à la campagne. J'ai grandi en Haute-Savoie. J'ai travaillé en Suisse énormément. Je vais en reparler peut-être là maintenant. Et je travaille avec des agriculteurs qui sont mes fournisseurs, souvent. À propos des suicides et de ce procès, quand on voit la quantité de suicides dans les forces de l'ordre, et quand on voit la quantité faramineuse de suicides chez les agriculteurs, les derniers chiffres officiels, c'est pas 1 tous les 2 jours, on en est à pratiquement 2 par jour. Et on ne parle jamais des tentatives échouées. Oui. Et des séquelles. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de procès
C'est incompréhensible pour moi, ça. Incompréhensible. Il devrait pouvoir se retourner contre tous les organismes qui ne font rien, ou qui les poussent à se suicider. Oui, mais enfin, pardon de vous interrompre, Alexandre, c'est vrai que c'est un sujet extrêmement complexe qui est le suicide. C'est souvent le résultat de plusieurs causes. Ça dépend effectivement des emplois et des choses comme ça. Donc, de plus en plus, on en prend compte. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans ce débat. Là, à France Télécom, pardon, il y avait vraiment visiblement, oui, c'était un lapsus intéressant. Oui, il y avait quelque chose de particulier. Il y a eu des plaintes, donc effectivement, vous avez raison. Il faut que les gens s'organisent Vous avez raison de citer qu'il y a des suicides dans beaucoup d'autres professions, dans la police, chez les gendarmes et chez les agriculteurs, bien évidemment. Et les personnels hospitaliers de plus en plus. Comme le disait Nicolas, la France est dans une situation sociale très très délicate. Pas de trêve, nouvelle manif en janvier. Qu'en pensez-vous? On a vu hier M. Martinez dire qu'il appelait à une nouvelle journée de grève, à une nouvelle journée de manifestation le 9 janvier. Le gouvernement de son côté a parlé d'avancées, de quelques avancées. Qu'est-ce qu'on y comprend? On en sort comment, Alexia Germont? Écoutez, en tout cas, c'est sur le fond. On n'y comprend pas grand-chose, parce que ce qui est clair, c'est que c'est très difficile de toute façon, tant qu'on n'a pas le taux de remplacement entre l'ancien système et le nouveau système, de savoir si cette réforme proposée sera un progrès social, une régression sociale ou même neutre. C'est en tout cas la position, l'analyse que nous avons au sein du mouvement politique, nous citoyens. Après, plus ponctuellement sur les avancées là, suite à la multilatérale, c'est quand même instructif quand on écoute le vocabulaire qui a été utilisé, parce qu'on voit bien que l'UNSA parle aujourd'hui non pas de trêve mais de pause, donc c'est déjà pas tout à fait la même chose. La CFDT parlait de l'âge pivot comme une ligne rouge. Ce n'est plus tout à fait une ligne rouge, c'est un point de négociation, donc comme s'ils avaient laissé une porte ouverte pour la discussion réellement à partir du 6 janvier, puisque Laurent Berger a donné rendez-vous le 6 janvier. Et quant à Philippe Martinez, alors là, pour le coup, on est vraiment dans du pur et dur. Il n'y a pas un iota qui est bougé. On a l'impression qu'ils sont allés à la table des négociations juste pour donner une position et non pas pour essayer de trouver une... FO aussi, il verrait sur la même position. FO aussi. Mais on voit bien que l'UNSA, faut quand même aussi avoir en tête que ça risque d'avoir des répercussions différentes entre RATP et SNCF, puisqu'effectivement ils ne sont pas, c'est pas le même syndicat qui est le plus fort. Oui, Nicolas. Comme disait le grand critique de peinture disparu Daniel Arras, on n'y voit plus rien. Donc on est vraiment dans le brouillard total. Oui, vous avez raison, les syndicats ont des expressions différentes. Moi, j'ai aussi écouté Laurent Berger ce matin qui nous annonçait que ça allait repartir très fort en janvier. Donc, moi, j'avais compris que le gouvernement nous disait que ça allait mieux. J'ai écouté Laurent Berger. C'est là où on comprend pas très bien. C'est là où on n'a pas vu les avancées dont parle le Premier ministre. Et puis surtout, j'ai l'impression que c'est une réforme où il y a plusieurs séquences. Là, on est très braqué sur l'âge pivot parce que c'est ce fameux discours d'Édouard Philippe qui fera date dans l'histoire sociale et dans les écoles de sciences politiques sur la manière de mettre subitement tout un pays sans dessus-dessous. Donc, on est très très focalisé sur l'âge pivot. Mais vous aviez raison. Le vrai sujet, c'est pas tant l'âge pivot. Pardon, pour la plupart des concitoyens qui nous écoutent, des salariés du privé notamment, ça va être comment on bascule et dans quelles conditions on bascule de notre régime actuel dans ce fameux régime universel. Et là où on n'y voit rien, parce qu'on est incapable d'y voir quoi que ce soit, c'est pour moi, pour nous, pour ceux qui nous écoutent, ce que va changer concrètement ce régime universel. Oui. Et tant qu'on n'aura pas éclairci ce sujet-là, et qui à mon avis ne sera pas éclairci par la négociation avec les syndicats, tant que les Français ne comprendront pas exactement là où on les emmène, je pense que la défiance restera, et donc le soutien à ce mouvement social qui par ailleurs a d'autres sujets en tête restera également. Donc on est
pour moi dans le brouillard. Je pense qu'au-delà de la réforme, Philippe Martinez joue aussi sa propre politique interne. La CGT, qui a été pendant des décennies le premier syndicat, aujourd'hui deuxième, derrière la CFDT. En interne, on lui a beaucoup reproché de ne pas faire alliance avec les Gilets jaunes l'année dernière. Donc c'est aussi pour ça qu'il prend une position dure. C'est qu'il sait que son électorat... voilà. Enfin, il a été élu en mai dernier, mais il joue aussi la ligne dure de la CGT. Quoi. Ça nous laisse beaucoup de débats à venir dans les semaines qui viennent. Merci à tous les quatre.